Chers investisseurs, cette semaine, on se retrouve dans des très jolis bureaux à Maurice pour parler de fructification du cash. Comment vous pouvez faire fructifier votre cash et profiter des taux d'intérêt qui sont assez intéressants en ce moment, entre 3 et 5%. Donc vous devez le savoir, pendant de nombreuses années, il n'y avait pas trop de différence entre laisser son argent sur un compte courant ou le placer sur une solution d'épargne type livret A, puisque le livret A rapportait 0,5 ou 0,75% par an. Donc à la fin de l'année, on se disait bon, j'ai pas gagné grand-chose en intérêt à utiliser cette solution d'épargne-là. Sauf que depuis 2022, les taux d'intérêt directeurs sont remontés et désormais, ces solutions d'épargne peuvent rapporter entre 3 et 5% par an. Donc ça commence à être des sommes assez intéressantes qui permettent de lutter contre l'inflation et ça sans prendre de risques. Donc vraiment, plutôt que de laisser de l'argent sur des comptes courants, il vaut vraiment mieux les placer sur ces solutions d'épargne-là. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vous ai préparé un petit fichier sheet comparatif avec toutes les solutions qui existent. Vous allez voir, on va parler évidemment des livrets bancaires, mais on va aussi regarder les fonds euros des assurances vie, également les néo-courtiers qui proposent des nouvelles choses assez intéressantes, et également, les néobanques plutôt, et également les courtiers en bourse. On parlera d'Interactive Brokers, de Trade Republic. Et grâce à ce fichier sheet-là, vous pourrez voir un petit peu quelle pourrait être la solution la plus adaptée à vous en ce moment, celle qui pourrait vous rapporter le plus d'argent en fonction notamment du montant que vous prévoyez d'investir. Vous allez voir, je vais également vous montrer moi comment je m'y prends pour faire fructifier mes espèces, les espèces que j'ai sur mon patrimoine. Mais vous allez voir que ce n'est pas une solution qui est forcément adaptée à tous les portefeuilles. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça, mais juste avant, évidemment, faisons un petit point, début du mois oblige, faisons un petit point sur le marché boursier. Qu'est-ce qu'a donné la bourse sur ce premier mois de l'année 2024 ? En janvier, notre cher S&P 500 a progressé de 1,7%. Donc, c'est pas mal du tout. Évidemment, dit comme ça paraît peu, mais il faut se rappeler que c'est sur seulement 30 jours et que ça vient après une année 2023 où le S&P 500 avait déjà fait une très belle performance. Donc, on commence cette année 2023 sur les chapeaux de roue. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et en même temps, on pourrait apprécier que justement ça ralentisse un petit peu, histoire qu'on puisse faire un peu plus des bonnes affaires en bourse. Du côté du portefeuille Trident, on a 6 actions. Et vous voyez qu'on en a une qui a fait moins bien que le S&P 500, 2 qui ont fait à peu près pareil et 3 qui ont fait mieux. Donc, en moyenne, on se retrouve à une progression de nos 6 actions de 2,5% sur janvier contre 1,7% pour le S&P 500. Donc, je sais que je n'allais pas avoir exactement cette performance de 2,5% car on n'est pas positionné exactement sur les mêmes montants sur les actions. Vous voyez qu'on a, par exemple, une action, on a mis 1600 $ dessus et une autre, pour l'instant, on n'a mis que 400 $ dessus. Donc, je savais que je n'aurais pas exactement ce 2,5%, mais quand j'ai regardé un petit peu la progression des différentes actions, je me suis dit, chouette, bonne nouvelle, on a dû battre le S&P 500 sur ce mois de janvier. Et quelle ne fut pas ma surprise en me connectant sur Interactive Brokers, en me rendant dans la partie performance. Vous voyez que j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fait 2% de performance, mais 4% de performance, d'après Interactive Brokers. Par contre, mauvaise nouvelle, l'ETF S&P 500 auquel on se compare a lui aussi fait 4% et nous a même légèrement battu, puisque vous voyez qu'il a fait 4,07 et de notre côté, nous avons fait 4,02. Je vous propose de vous montrer ça en live directement sur eBay. Ok, on se retrouve donc en live sur la partie performance de mon compte Interactive Broker. Désormais, je pense que c'est mieux de vous montrer directement sur Interactive Broker parce que sur YouTube, des fois, quand je montre des screenshots, il y a des gens qui disent que je suis un pro du Photoshop et que je trafique les chiffres. Donc là, au moins, c'est un enregistrement live de mon écran, donc je ne peux pas tricher. Vous voyez que j'ai sélectionné donc le compte, j'ai plusieurs comptes sur Interactive Broker, mais j'ai sélectionné le compte qui suit à la lettre la méthode Trident et qui achète donc 100 $ chaque semaine des actions Trident, sachant que mes autres comptes ont aussi d'anciennes actions, donc du coup ça va évidemment ça va faire fluctuer la performance. Là moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de mesurer la performance depuis que je me suis lancé ce défi de battre le S&P 500 et donc je mesure la performance de ce compte sur lequel les premières actions ont été achetées donc le 2 janvier 2023 et je vais jusqu'au 31 janvier 2024. Donc techniquement, je pourrais mettre commencement parce que le compte a été ouvert en novembre, mais vu que les premières actions n'ont été achetées qu'en janvier, je préfère commencer directement en janvier. Donc depuis 2023 jusqu'à la fin du mois de 2024. En termes de fréquence, je vais mettre quotidien, comme ça va nous permettre sur le graphique d'avoir un peu plus de détails. Mesure de la performance, je préfère utiliser le rendement pondéré dans la durée.
Donc ça, c'est un petit peu technique, mais ici, on a ce que les Anglais appellent le MWR et ici, ce que les Anglais appellent le TWR. Donc MWR, Money Weighted Return, c'est une mesure de la performance qui prend en compte les ajouts et les retraits de cash du compte, alors que le TWR, justement, ignore ces ajouts et ces retraits de cash. Et de manière générale, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, de manière générale, il vaut mieux utiliser le TWR quand on compare différentes performances de gérants de portefeuille parce que justement, il ignore un petit peu l'impact que peut avoir le cash. Donc, c'est ce que j'ai sectionné ici, rendement pondéré dans la durée. Et vous voyez que juste ici, j'ai ajouté donc les 2 ETF auxquels je compare la performance du portefeuille Trident. Et voilà, vous voyez ici la déception, 4,02 pour Trident versus 4,07 pour le XXR8 qui suit donc le S&P 500 et 3,38 pour le portefeuille, l'ETF, excusez-moi, qui suit le MSCI World. Donc je vous avoue que j'ai été un peu déçu quand j'ai regardé ces performances-là parce que je me dis, mais attends, comment ça se fait que mes actions ont quand même progressé 30-40% plus rapidement ce mois-ci que le S&P 500 et pourtant, quand je regarde sur eBay, finalement, j'ai la même performance que l'indice. Et j'ai creusé du coup un petit peu le sujet et il y a 2 raisons en fait qui expliquent cette différence. La première, honnêtement, elle est assez évidente et je m'en veux de ne pas y avoir pensé plus tôt. C'est tout simplement, la cause, elle est toute simple, c'est que l'ETF auquel on se compare est coté en euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'euro baisse, donc l'euro perd de la valeur face au dollar, comme ça a été le cas ce mois-ci, moins 1,93%, vous voyez, eh bien, tout simplement, les ETF qui ont des actifs en dollars mais qui sont cotés en euros, eux, ils vont prendre de la valeur. Donc je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué. Un truc qui m'a aidé moi à bien comprendre ce concept-là, vous voyez que je prends l'inverse, donc je regarde l'évolution du dollar par rapport à l'euro. Je mets ici le prix original et je vois que finalement, si j'ai un ETF, donc S&P 500 qui est coté en euros, j'ai 1000 $ d'actions, d'accord, au début du mois. Eh bien, au début du mois, ces 1000 $ d'actions, vous voyez, elles valent 904 €. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à la fin du mois, ces mêmes 1000 $ d'actions, même si elles n'ont absolument pas bougé, leur valeur n'a absolument pas augmenté, eh bien, automatiquement, elles valent 922 € à cause de l'évolution du taux de change. Donc, on a gagné finalement, juste à cause du taux de change, 18 € de gain. Et évidemment, ça va venir effectuer un boost de la performance. Alors, ça peut être un boost comme ça peut être un inconvénient. Mais vous voyez que sur le court terme, du moins, l'impact du taux de change peut quand même être assez important. Et du coup, pour voir un petit peu ma performance sans prendre en compte, en ignorant un petit peu cet aspect Forex qui va venir modifier les choses, ce que j'ai fait en fait, c'est que simplement je suis allé ajouter ici, vous voyez, je peux ajouter un benchmark et je suis allé ajouter un ETF du S&P 500, mais cette fois-ci qui est coté en dollars. Le plus connu, vous voyez, c'est le SPI, donc je le rajoute juste ici. Et là, vous voyez que j'ai été content de constater qu'on a bien surperformé le marché puisque à devises égales, le S&P 500 en dollars a fait 1,59% de performance sur le mois et de notre côté, on a fait 4,02%. Donc, on ne battra pas le marché chaque année, mais ça fait toujours plaisir de le battre et on ne battra pas forcément même chaque mois. Mais évidemment, ça fait plaisir de quand même voir qu'on l'a battu juste ici. Et si on descend un petit peu, vous voyez, on voit l'évolution. Donc là, comme je vous l'ai dit, sur ce mois-ci, on voit vraiment une différence entre le S&P 500 qui est coté en euros et celui qui est coté en dollars. Mais vous voyez que sur le long terme, le coté en dollars, qui est donc la courbe rose, versus celui en euros, qui est la courbe or, en jaune, finalement, ils se suivent globalement. Donc finalement, même si voilà, ce Forex peut avoir un impact sur le court terme par rapport à la performance, sur le long terme, on voit quand même que ça s'efface de manière générale. Donc peut-être que là, vous vous demandez, mais Roman, pourquoi tu ne te simplifies pas la vie et tu compares simplement ta performance à un ETF justement coté en dollars, puisque toi aussi, tu achètes tes actions en dollars. C'est tout simplement parce que je sais que la majorité des personnes qui vont me regarder et qui vont consulter la chaîne vont acheter leurs ETF en euros. Quand on est en France, généralement, on préfère utiliser la devise qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ce que j'ai fait en fait pour sélectionner les 2 ETF auxquels je me compare, c'est que je suis allé sur le site JustETF, qui est un très bon comparateur justement par rapport aux différents ETF. Et j'ai simplement regardé quels étaient les ETF les plus achetés en Europe. Et on voit qu'on a ici les 2 plus gros ETF, donc 70 milliards et 62 milliards d'encours. 70 milliards, c'est le S&P 500 et ici, c'est le MSCI World. 2 ETF de chez BlackRock, iShares. Et c'est donc simplement ces 2 ETF-là auxquels j'ai décidé de comparer ma performance, puisque finalement, si vous n'achetez pas des actions individuelles, il y a de fortes chances que vous vous dirigiez vers des ETF. Et il est probable que si vous dirigez vers des ETF, c'est probablement un de ces 2-là que vous choisirez. C'est les plus communs, on va dire. Et du coup, je trouve ça intéressant de comparer chaque mois et chaque année, évidemment, ma performance histoire d'être honnête et voir si je parviens à délivrer mieux que ces indices-là du S&P 500 et du MSCI World. Et pour l'instant, vous voyez que je suis content parce que ça soit en dollars ou en euros, on surperforme. Pour l'instant, on est à 47 points de performance contre 28 pour le S&P 500,
27, donc 28 c'est le S&P 500 en dollars, 27 le S&P 500 en euros et enfin on a 24 pour le MSCI World. Donc pour l'instant, on est quand même depuis 13 mois, on est vraiment dans un marché haussier. Donc pour l'instant, nos actions en ont vraiment bien bénéficié. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans un marché baissier. Est-ce que notre portefeuille continuera de surperformer ou est-ce qu'au contraire, on aura une compression des valorisations qui viendront un petit peu diminuer la performance? On va voir, affaire à suivre. Je pense qu'on s'est quand même positionné sur les actions assez solides et donc logiquement, même en période de récession, etc., ce sont des entreprises qui devraient continuer de poster des bons résultats. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'investisseurs en période de récession qui préféreront retourner justement sur des entreprises très solides et de qualité. Donc affaire à suivre, mais hâte de voir la performance que pourra délivrer ce portefeuille Trident en période de baisse aussi. On vient donc de voir ensemble la raison évidente pour laquelle il y avait une différence entre la performance que je constatais sur Google Finance de mes actions et la performance que me donnait Interactive Broker. C'est tout simplement que l'ETF auquel je me compare sur Interactive Broker est coté en euros. Maintenant, il y a une raison un peu plus subtile qui peut aussi expliquer cette différence. Je l'ai également découvert récemment et je me suis dit que ça vous intéresserait. En fait, cette raison, c'est que Interactive Broker prend en compte la partie trésorerie de votre compte dans le calcul de la performance. Donc si par exemple, vous avez un compte eBay qui vaut 1000 euros et qu'à l'intérieur de ce compte-là, vous avez 800 euros d'actions et 200 euros de cash, eh bien, vous allez être comparé à un indice quand vous allez dans la partie performance qui est lui 100% investi dans des actions. Donc typiquement, si vous comparez un S&P 500, il y aura 1000 euros dans le S&P 500. Donc en fait, Interactive Broker considère ici que les 200 euros que vous avez mis en cash, c'est un choix d'investissement. Vous avez décidé finalement d'investir dans le cash plutôt que d'investir dans les actions. Et donc, typiquement, moi, je pensais que ma performance, c'était finalement ces 6 actions-là réparties de cette manière-là. Mais en réalité, c'est cette répartition-là qui compte. C'est-à-dire que la partie de cash de mon compte va venir rentrer dans la performance qui est calculée. Alors, d'un côté, je trouve ça bien parce que ça permet d'illustrer, de bien voir finalement le danger d'avoir trop de cash sur son compte de bourse et de garder trop d'argent, de se dire voilà, j'ai peur que le marché baisse, donc je garde beaucoup d'espèces. Mais évidemment, vu que le marché monte entre 70 et 80% du temps, généralement, 70 à 80% du temps, ça va être une mauvaise idée de garder du cash sur son compte. Les seules périodes sur lesquelles le cash va vous permettre de surperformer le marché, c'est quand le marché chute brutalement, puisque là, le cash va rester stable ou va légèrement grandir si vous gagnez un petit peu d'intérêt avec. Mais de manière générale, les Anglais disent souvent « cash is trash ». C'est mauvais de garder du cash sur son compte et donc je trouve ça bien finalement que ça soit un petit peu pris en compte. Maintenant, ce qui me dérange quand même avec ce système-là, c'est que parfois, on va mettre de l'argent sur Interactive Broker, mais pas forcément dans le but de l'investir directement. On peut utiliser eBay, par exemple, pour changer les devises. eBay a des taux très intéressants et donc c'est super intéressant si jamais vous partez dans un pays, vous voulez avoir des dollars, des livres sterling, etc. Généralement, vous allez avoir des bien meilleurs taux de change en utilisant eBay plutôt qu'en passant avec une banque classique. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que Interactive Broker est une super plateforme pour stocker de l'épargne puisque ça va permettre de faire fructifier, notamment si vous avez un gros capital, on va le voir après, ça va vous permettre de faire fructifier cette épargne et c'est également un courtier très sécurisé. Et donc, il faut faire attention parce que si vous utilisez eBay pour ces deux solutions-là, il faut savoir que quand vous allez aller dans la partie performance de votre compte, ça va être impacté et que du coup, la performance ne sera pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez. Donc, typiquement, si vous avez 100 000 euros sur votre compte et que vous avez investi que 50 000 euros en actions et 50 000 euros en cash, à nouveau, la performance sera considérée, les 50 000 euros en cash seront pris en compte et donc la performance sera sur les 100 000 euros. Et vous voyez que eBay n'est pas le seul à avoir eu ce problème-là, puisque récemment, j'ai vu passer cette news sur Trade Republic. Ils annoncent les paiements d'intérêt sont supprimés du calcul afin que votre rendement ne soit pas lié aux transactions en espèces. Donc là, le choix qu'a fait Trade Republic, probablement qu'avant, la partie espèce du compte rentrait dans le calcul de la performance aussi. Et là, ils ont décidé de dire non, en fait, la performance qu'on va vous afficher, c'est uniquement celle de vos actions. Et vous avez un autre compte séparé qui, lui, va vraiment aller mesurer la performance de vos espèces. Et même si vos espèces vous rapportent de l'argent, font un peu de performance grâce aux intérêts que vous reverse Trade Republic, eh bien ça ne comptera pas dans le calcul de votre performance. Donc moi, la solution que j'ai imaginée pour contrer un peu cet inconvénient à Interactive Broker, la première solution que j'ai imaginée, c'est, puisque j'ai 3 comptes finalement, et que j'ai un ancien compte qui ne me sert plus à rien aujourd'hui, finalement le transformer en compte de cash, envoyer mon épargne sur ce compte de cash et ensuite dispatcher sur mes 2 comptes d'investissement, Freedom et Trident. Les 2 comptes achètent les mêmes actions, simplement Freedom va acheter plutôt 7000 $ d'actions chaque semaine, alors que Trident sera plutôt sur 100 $ d'actions chaque semaine. Donc je me suis dit, ouais, ça va être bien de faire comme ça, mais en réalité, il y a un petit souci, on va en parler juste après. Pour que le cash fructifie sur eBay à taux plein, il faut avoir plus de 100 000 $ sur le compte de valeur de compte, en prenant en compte les actions et le cash.
Et étant donné que je ne compte pas faire fructifier plus de 100 000 $, je suis finalement parti sur une solution plus simple où je vais envoyer mon épargne, vous voyez, sur mon compte Freedom où il y aura donc à la fois la partie cash et la partie investissement. Et enfin, je vais envoyer la partie qui concerne donc 500 € par mois de dépôt sur Trident. Et sur Trident, il y aura principalement que de l'investissement. Donc j'ai un compte qui sera un peu hybride et un compte qui sera 100% focus sur les investissements. Et donc, lorsque je consulterai ma performance, évidemment, je regarderai que ce compte Trident-là, puisque l'autre compte aura quand même une grosse partie de cash, du cash que je souhaite faire fructifier et qui ne sera pas vraiment considéré pour moi comme un investissement. Donc vous voyez, c'est un peu embêtant quand même ce truc-là, ça nous oblige à créer des multiples comptes. Alors heureusement, c'est pas trop compliqué sur eBay de créer un sous-compte. En fait, vous cliquez en haut sur votre profil, vous allez dans paramètres et ouvrir un compte supplémentaire. C'est vrai que je ne pense pas que ce soit une option qui soit disponible sur toutes les plateformes. Il ne me semble pas que sur Trade Republic, on peut créer des sous-comptes comme ça. Et de manière générale, c'est quand même une très bonne pratique de créer des sous-comptes. En particulier, si vous prévoyez de suivre différentes stratégies, peut-être qu'avec une, vous faites les ETF, une autre, vous faites les actions individuelles, une autre, vous faites des actions plus spéculatives. De manière générale, même pour vous, c'est plus simple en termes de tête de ne pas vous mélanger les pinceaux. Là, au moins, vous avez vraiment un compte pour chaque stratégie. Et quand vous consultez la performance, vous savez que vous pouvez aller consulter la performance de chaque stratégie en vous rendant sur les sous-comptes. Donc, plutôt une bonne pratique. Et voilà ce que ça va donner pour moi de mon côté. Donc, imaginons, ce mois-ci, je prévois de déposer 30 000 € sur mes comptes de bourse. Donc, j'envoie 30 000 € sur mon compte Freedom. J'envoie ensuite 500 € sur Trident. Sur Trident, la majorité de ce dépôt-là va être investi. On va dire 80-90%. J'aime toujours bien garder un petit peu de cash sur le compte, même si ça va jouer un petit peu contre moi en termes de performance. J'aime toujours bien garder un petit peu de cash parce que quand les marchés sont comme en ce moment très hauts, on sait qu'il y a des probabilités qui rebaissent. Et quand ils rebaissent, c'est bien d'avoir un petit peu de cash de disponible pour investir dans des actions intéressantes. Et par contre, vous voyez que sur Freedom, je prévois d'investir 15 000 € et qu'il y a 14 500 € qui vont rester sur ce compte-là. Et cet argent qui va rester sur ce compte-là, elle va pouvoir fructifier à un taux assez intéressant de 4,83% par an. C'est non négligeable, c'est ce que je vous disais en intro. Et ça va commencer à pouvoir me rapporter un petit peu d'argent. Donc là, vous posez peut-être la question, Roman, pourquoi tu as choisi Interactive Broker comme solution pour faire fructifier ton cash ? Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite en prenant l'exemple avec mon fichier sheet. Je vais remplir les données, mes données à moi sur le fichier sheet et on va voir ce qu'il me recommande. Ok, je suis donc sur le fameux fichier Max Interest qui va me recommander un petit peu la solution qui, pour moi, dans mon cas, avec le montant que je souhaite investir, quelle est la solution qui va pouvoir me rapporter le plus d'intérêt, qui va être la plus intéressante. Donc, vous voyez que je duplique le modèle et je vais remplir un petit peu les informations qui sont demandées ici dans les carrés gris. Alors, première information, le montant de mes dépenses mensuelles. Donc, je regarde mon fichier sheet de suivi. En 2023, j'étais à 5 071 € par mois. Donc, je vais indiquer ça. En termes d'objectifs, moi de côté, vous voyez, je vous ai mis des petites remarques pour vous guider. Donc, moi, je n'ai pas de personne à charge, mais j'ai des revenus qui sont quand même assez variables. Donc pour moi, un bel objectif, ça serait 6 mois de côté en perso. Donc je sais que voilà, un objectif, voilà, vraiment de l'argent que je ne dois pas investir, c'est au moins avoir 30 000 € en perso. C'est vraiment une somme, je sais que je suis tranquille avec cette somme-là puisque j'ai au moins 6 mois de dépenses de vie devant moi. Donc si jamais il m'arrive quelque chose, je sais que cet argent-là, je dois le garder et évidemment, je vais essayer d'aller le faire fructifier. Maintenant, concrètement, combien j'ai de cash à l'heure actuelle? Eh bien simplement ici, vous voyez que j'ai le détail de mon patrimoine. Alors moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai aussi des comptes professionnels. Mon objectif, ça va être sur mon compte pro. Donc vous voyez, j'ai séparé ici l'objectif et l'actuel le 3 février 2024. Et donc, l'objectif, ça serait d'avoir 100 000 € sur mon compte pro et tout ce qui dépasse les 100 000 € soit envoyé en perso. Donc, évidemment, je laisserai quelques euros ici sur les comptes courants que j'utilise régulièrement. Mais du coup, à faire fructifier en tout, j'ai 153 817 €. Donc, clairement, c'est énorme. Je suis bien au-delà de mon objectif de 30 000 puisque j'ai 123 000 € de plus finalement que cet objectif de 153 000. Et donc, l'idée, ça va être de progressivement, alors je pourrais tout mettre tout de suite en bourse, mais je considère que le marché est assez élevé et je préfère prendre mon temps. Donc l'idée, ça va être de déposer un petit peu cet argent-là au fur et à mesure du temps. Généralement, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de le déposer sur 20 mois. Donc là, sur cette somme-là, ça ferait un dépôt de 6 000 € environ par mois. Et du coup, ça veut quand même dire qu'il y a 117 000 € qui ne vont pas fructifier en attendant, enfin qui vont juste rester là en attendant d'être investis en bourse. Donc c'est intéressant évidemment de chercher à les faire fructifier. Et c'est là que le tableau qui est juste en dessous va nous guider.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder, il va se baser en fait sur le montant de cash que j'ai indiqué ici. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Eh bien, simplement, je peux trier ici, vous voyez, par gain annuel. Et on voit que la solution qui me rapporterait le plus, donc 5 470 € par an, 456 € par mois, ça serait Wise en dollars, la solution Wise de la néobanque en dollars, puisqu'elle propose un taux de rendement net de 3,6%. Et là, petit oubli, j'ai oublié que je suis résident mauricien et donc j'ai là-dessus un gros avantage puisque les intérêts ne sont pas taxés à Maurice, les intérêts de source étrangère. Alors je vous rassure, on paye quand même des impôts à Maurice, hein, je paye environ 25% sur mes revenus professionnels d'impôts, ce qui n'est pas non plus zéro. Mais par contre, en effet, il n'y a pas d'imposition sur les gains d'intérêt de source étrangère, ni sur les plus-values de source étrangère. Donc ça, c'est très intéressant sur la partie investissement. Donc pour l'instant, j'en profite. J'ai un projet de rentrer en France, normalement début 2025, donc je ne pourrai pas profiter de ça. Mais pour l'instant, du coup, je vais utiliser ce système-là. Donc si jamais vous n'avez pas 30% en France, c'est 30% la flat tax. Mais si jamais vous êtes résident d'un autre pays, vous pouvez changer le montant d'impôt ici. Et je regarde juste si ça modifie quelque chose. Non, ça reste Wise le plus intéressant pour moi. Donc 651 € par mois, 5,1% de rendement net. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, on voit quand même un petit inconvénient juste ici. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de plafond. Par contre, sécurité, j'ai mis moyen. Puisque finalement c'est une plateforme qui existe depuis 13 ans et on a vu quelques personnes qui disent que parfois il y a des comptes qui sont fermés sans donner trop d'explications. Donc je pense que de manière générale, les fonds qui sont utilisés pour investir ce capital sont plutôt sécurisés. Par contre, c'est vrai que la plateforme, c'est une plateforme un petit peu récente et du coup, je considère que ce n'est pas la sécurité maximum. Et donc personnellement, moi je mets la sécurité, puisqu'on parle d'argent à nouveau, de fonds de sécurité, etc. Je privilégie la sécurité avant le rendement. Donc je vais ici sélectionner, et ça c'est mon choix, de sélectionner uniquement une sécurité forte. Je vais également supprimer du coup tout ce qui est résident français, puisqu'actuellement je ne suis pas résident français. Et vous voyez qu'il ne me reste plus que deux solutions pour faire fructifier mon cash, qui sont IBKR en euros et en dollars. Donc je vois que ça représente des sommes assez intéressantes. Et sur le choix entre l'euro et le dollar, globalement, je pense que c'est bien sur le montant que je souhaite épargner, donc mon fonds de sécurité, le laisser en euros, puisque ça m'évitera justement par rapport au dollar qu'il y ait des variations qu'on a vues sur le court terme qui peuvent être un peu embêtantes. Là, je sais que ces 30 000 €, voilà, ils resteront en euros et à tout moment, je peux les débloquer. Par contre, en effet, sur la somme ici de 117 000 € que je cherche à faire fructifier, autant la changer en dollars, puisque de toute façon, je vais l'investir dans les actions en dollars. Et on voit également que le dollar est mieux rémunéré en ce moment. On est à 3,4% sur l'euro et 4,8% sur le dollar. Ce fichier sheet m'a donc permis de voir que Interactive Broker pourrait être une bonne solution dans mon cas. Ce que j'aime bien sur cette plateforme, c'est qu'on est vraiment sur une plateforme sécurisée. Voilà, 47 ans d'existence, 14 milliards sous fonds propres. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de chances que certaines banques françaises fassent faillite que Interactive Broker. C'est très simple, finalement, ce système-là, puisque j'ai juste à laisser de l'argent en trésor. Donc, je laisse simplement de l'argent en trésorerie sur mon compte et automatiquement, je vais aller gagner des intérêts. On a un taux qui est plutôt sympathique sur le dollar. On a dit 4,83% par an. C'est quand même assez sympa. Et également, ce taux est versé de manière mensuelle. Donc là-dessus, je ne suis pas extrêmement sûr s'il y a des pros, des intérêts composés, comment ça fonctionne. Mais je pense que le fait d'être payé mensuellement peut permettre d'accélérer les intérêts composés. Donc ça dépend comment finalement les autres solutions calculent les taux d'intérêt. Mais déjà mentalement, évidemment, c'est plus agréable de recevoir chaque mois un paiement en intérêt plutôt que le recevoir qu'à la fin de l'année, hein, puisque en attendant, on peut récupérer ces gains d'intérêt tout de suite et aller les mettre ailleurs si on le souhaite. Et également, je pense que finalement, si on a 1 000 € et qu'on reçoit 1 € d'intérêt à la fin du mois, eh bien, c'est 1 001 € qui vont retravailler sur le mois suivant et qui vont du coup faire des petits qui font des petits. Donc de manière générale, je pense que c'est toujours bien d'avoir des taux. Je crois qu'il y a même certaines solutions qui proposent des taux journaliers. Donc voilà, le fait d'être payé en tout cas chaque mois, je trouve que c'est vraiment aussi un gros avantage d'eBay. Maintenant, il n'y a pas que des avantages avec Interactive Broker et vous allez voir pourquoi on l'appelle un petit peu la solution des riches. Il y a deux gros inconvénients sur ce système finalement de fructification de trésorerie. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut au moins 100 000 $ de valeur de compte, donc en prenant en compte les actions et le cash sur votre compte pour profiter du taux plein. Donc je vous ai dit, le taux plein, c'est 4,83. Si vous n'avez que 50 000 $ en tout de valeur sur votre compte, eh bien vous n'allez pas toucher 4,83, mais 2,4 quelque chose. Donc vous voyez que c'est assez inconvénient. C'est un inconvénient assez important parce que tout le monde n'a pas 100 000 $ sur son compte eBay. Et donc tant qu'on n'a pas ces 100 000 $ là, eh bien on ne va pas bénéficier du taux plein. Et le deuxième inconvénient qui vient un peu achever les choses, c'est que les 10 000 premiers dollars qu'on a sur sa trésorerie ne vont pas fructifier. Donc si vous avez par exemple 30 000 $ en trésorerie, eh ben, la fructification de 4,83 ne va s'appliquer
que sur les 20 000 $ et les 10 000 autres dollars, les 10 000 premiers, eux ne vont pas fructifier. Et donc concrètement pour moi c'est une perte de 480 € par an, ce qui est quand même pas non négligeable hein, et ce qui a été pris en compte évidemment dans le calcul que je vous ai montré. Donc une alternative que j'ai commencé à regarder et qui pourrait être assez intéressante, c'est tout simplement d'aller acheter directement sur le marché sur Interactive Broker un ETF qui suit des obligations court terme américaines. Là j'en ai trouvé un qui s'appelle l'ETF BILL, qui est assez intéressant. Vous voyez que en fait la valeur reste stable, donc on n'a pas de volatilité. On a juste finalement la valeur de ce que vous avez déposé, enfin de ce que vous avez acheté du coup de cet ETF va monter légèrement durant le mois et à la fin du mois, boum, vous voyez qu'on a une chute qui correspond tout simplement au versement des intérêts et ensuite de nouveau ça remonte et ça rechute et ça remonte et ça rechute. Donc je trouve cette solution assez intéressante. Alors l'inconvénient évidemment c'est que vu que c'est un produit financier, il va falloir l'acheter et le revendre. Hein, c'est pas aussi passif que sur eBay. Là, il suffit pas juste de le mettre sur sa partie trésorerie. Donc, on va avoir évidemment des frais. Donc, sur eBay, c'est quand même assez faible. On est environ à 35 centimes de dollars par ordre. Donc, un frais d'achat, un frais de revente. Quand on va vouloir débloquer son cash, il va falloir revendre, il va falloir acheter. Donc ça, c'est un petit peu un inconvénient. Par contre, on a quand même des gros avantages. Déjà, on a un taux d'intérêt qui est supérieur à eBay, puisque à l'heure actuelle, j'ai regardé, on est à 5% par an. Donc légèrement, on gagne 0,2% chaque année. Et surtout, la fructification va se réaliser sur la somme complète. C'est-à-dire, il n'y a plus cette histoire de il faut 100 000 $, 10 000 $. Là, vraiment, c'est toute la somme qu'on achète dans cet ETF qui va fructifier. Donc, je vous avoue que je suis vraiment en train de regarder ça et je vais potentiellement passer le cap et acheter, finalement, utiliser cette alternative. Les Anglais appellent ça d'ailleurs cash alternative. Oui, non, alternative, c'est pas un mot anglais. Non, ils appellent ça le cash equivalent. Voilà, l'équivalent. Donc, finalement, un équivalent du cash. Je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, le gros inconvénient que j'ai, c'est que moi, à l'heure actuelle, en tant que résident non européen, je peux acheter cet ETF-là. Mais vous le savez, en Europe, on adore mettre des normes et on a notamment mis des normes sur les ETF depuis quelques années maintenant qui s'appellent les normes UCITS. Vous avez dû en entendre parler. Globalement, en fait, on ne peut pas acheter en tant que résident européen un produit financier tant qu'il n'a pas reçu le tampon de l'Europe qui dit oui, c'est un ETF qui est approuvé par l'Europe. Et malheureusement, du coup, ça nous limite énormément. Il y a plein d'ETF super intéressants qui existent dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, et on ne peut pas les acheter parce qu'ils n'ont pas la norme UCITS. Et la tristesse un petit peu dans tout ça, c'est que j'ai cherché du coup l'équivalent de Bills, mais en Europe, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui regarde cette vidéo et vous y connaissez bien et vous avez trouvé un équivalent comme ça de fonds monétaires sur le court terme avec vraiment aucune volatilité, ça m'intéresse. Parce que la seule chose que j'ai trouvé, vous voyez, sur le site de JustETF, en mettant des obligations sur le court terme, c'est du 0,1 an. Donc, c'est pas aussi court terme que le Bills qui est plutôt sur 0,3 mois. Et quand je regarde l'évolution du cours, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Là, on est quand même positionné sur des obligations. Et même si il ne va pas y avoir énormément de variation du prix, il va quand même y avoir de la variation du prix. Alors qu'à nouveau, nous, ce qui nous intéresse quand on achète ces produits financiers-là, c'est que vraiment, il n'y ait pas de volatilité et qu'il y ait vraiment une stabilité sur le prix. Et ça, on l'obtient uniquement quand on est sur des obligations qui sont sur le point d'expirer. Dès qu'on rallonge un petit peu la durée de l'expiration de l'obligation, évidemment, on a une variation au niveau du prix. Globalement, quand on cherche à faire fructifier son cash, pour moi, il y a vraiment 3 éléments qui sont indispensables. Le premier, c'est la sécurité. Avant tout, évidemment, on veut que notre argent soit protégé et qu'il n'y ait pas de risque de défaut finalement à la personne à qui on va prêter son argent. Parce que généralement, pour gagner des intérêts, il y a un prêt forcément à quelqu'un derrière. Et on veut que cette personne à qui on prête son argent ait vraiment une solidité financière exceptionnelle. Ensuite, on veut la stabilité. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous pouvez prêter à des États sur le moyen terme. Et le problème, c'est que le prix va avoir tendance à varier, le prix des obligations. Nous, on ne veut pas ça. On veut vraiment une super stabilité. Donc vraiment une valeur qui reste identique. On a mis 1 000 €. Ça continue de valoir 1 000 €. Donc pas de volatilité. Et enfin, on veut de la disponibilité. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir à tout moment, lorsqu'on a besoin de ce cash-là, pouvoir le retirer. On n'a pas envie d'avoir des durées de détention minimum. Des produits comme les comptes à terme, donc le concept c'est vous mettez de l'argent de côté et dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, là à ce moment-là, vous allez pouvoir retirer votre argent. Je ne suis pas fan de ça. Moi, je préfère vraiment que cet argent reste disponible puisqu'à nouveau, on va vouloir placer peut-être de l'épargne de sécurité. Donc, si on a une galère, notre voiture tombe en panne, il faut en racheter une autre. Vous allez voir votre banquier, il va vous dire « Ah non, désolé, c'est pas possible tout de suite. Il faut attendre un petit peu que le compte à terme. » D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous la raconte. J'ai une amie qui justement voulait acheter, donc sa mère voulait acheter une maison et du coup, elle voulait retirer l'argent de son assurance vie. Et croyez-moi, histoire incroyable, l'assureur lui a dit « Ah non, c'est pas possible en ce moment. »
est-ce que vous pouvez revenir dans 6 mois? Dans 6 mois, ça sera bon. Donc l'assureur lui a dit non, mais non, c'est pas possible, uniquement dans 6 mois. J'ai trouvé ça juste incroyable. Alors je sais pas, je vais pas citer le nom, je sais pas chez quel assureur elle était, mais c'est assez incroyable de voir, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à quel partenaire vous utilisez, justement, parce que le moment où il va falloir retirer votre argent, d'ailleurs vous pouvez faire des tests, il faut que cet argent soit disponible et que vous puissiez vraiment le retirer rapidement, parce que là, bon, en l'occurrence, elle a eu de la chance, l'acheteur, enfin le vendeur du bien était prêt à patienter. Mais imaginez, le vendeur dit, ah bah non, mais moi je prends, du coup, vu que vous n'êtes pas capable de me payer tout de suite, je vais prendre l'offre de l'autre personne. Et à cause de votre assureur, alors que l'argent était à vous, vous passez à côté d'une offre immobilière, par exemple. Donc voilà, vraiment, pour moi, ces 3 éléments-là, c'est ces 3 éléments-là qu'il faut vraiment regarder à chaque fois que vous regardez des solutions pour faire fructifier votre cash. Sécurité, stabilité, disponibilité. Et selon moi, une des seules solutions qui va vraiment cocher toutes ces cases, ce sont les obligations court terme des pays développés. Donc là, j'ai mis l'Europe et les États-Unis. Donc court terme, à nouveau, 1 à 3 mois pour qu'on n'ait pas de variation au niveau du prix. Et je pense que l'Europe pour l'euro et les États-Unis pour le dollar, c'est ce qui se fait de mieux. On pourrait aussi citer la Suisse, on pourrait citer l'Angleterre, même si l'Angleterre, économiquement, ça peut être un peu plus instable. Et donc, il faut faire attention, évidemment, de bien sectionner un pays qui a une très bonne notation financière et qui a très peu de chances, évidemment, de faire faillite. Donc, on a la sécurité à nouveau parce que ce sont des États qui sont bien établis. On a la stabilité parce qu'on a ces obligations qui sont sur le court terme. Et enfin, on a la disponibilité puisque ce sont des produits financiers qu'on peut retirer à tout moment. Et souvent, vous allez avoir des fois des noms un peu différents. On va vous dire, on va parler d'un livret A, on va parler de fonds en euros. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces produits-là. Et généralement, pour garantir le rendement de ces produits-là et pour qu'ils soient sécurisés, généralement, on va retrouver en grande majorité des obligations court terme des États européens ou américains. Vous entendrez aussi souvent le terme de taux sans risque. Donc, c'est finalement le rendement qu'on peut espérer sans prendre aucun risque. Donc là, non seulement on ne prend… alors, généralement, on parle du taux sans risque sur des obligations à 10 ans. Donc, en fait, une obligation à 10 ans qui vous verse 5%, vous savez que si les États-Unis existent toujours dans 10 ans, vous aurez reçu 5% de rendement. Par contre, attention, c'est que sur le rendement. C'est-à-dire que l'obligation, dans 10 ans, potentiellement, elle pourra valoir plus, elle pourra valoir moins. Ça peut pas mal fluctuer, surtout si vous achetez un ETF obligataire qui renouvelle justement sans arrêt les obligations. Mais là, on parle vraiment d'un taux sans risque puisque vraiment, on a des obligations qui vont expirer sur une très courte période de temps. Et donc, c'est un rendement finalement qui est sans risque. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en intro, autant ne pas laisser votre argent sur des comptes courants et utiliser ces solutions d'épargne-là pour au moins fructifier à ce taux sans risque. Et étant donné qu'il est sans risque, il existe beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire fructifier avec ce taux sans risque. Donc vous pouvez faire fructifier évidemment votre épargne de sécurité, mais vous pouvez aussi faire fructifier un apport immobilier. Vous mettez un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter un bien plus tard. Vous pouvez faire fructifier une épargne que vous êtes en train de mettre de côté pour partir en vacances, pour acheter une nouvelle voiture. Vous pouvez faire fructifier de l'argent que vous avez prévu, on l'a vu, vous avez prévu de l'investir en bourse, mais pas tout de suite. Vous pouvez en attendant le faire fructifier à ce taux sans risque. Et vous pouvez même faire fructifier de l'argent que vous allez devoir aux impôts. Ça, c'est une stratégie, je pense que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais je trouve ça super intéressant. Si par exemple, vous vendez vos actions en janvier 2024 et que, imaginons, vous avez fait 1 000 € de plus-value, l'État français va vous demander 30% sur cette somme-là, donc 300 € d'impôts. Le truc, c'est que l'État français ne va pas vous demander tout de suite cet argent-là, elle va vous le demander qu'à l'été 2025. Donc vous avez 1 an et demi finalement où cet argent-là va rester. Évidemment, vous ne pouvez pas le dépenser, vous ne pouvez pas l'investir parce que vous allez devoir le payer, et donc il ne faut pas s'amuser à faire ce genre de choses. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le faire fructifier au taux sans risque. Et 300 € à nouveau à 4-5%, sur les euros, on est plutôt à 3%. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'aller pouvoir finalement faire fructifier cet argent-là. Et là, je vous donne un exemple avec 300 €, mais par exemple, j'ai ma chérie qui est en train de démarrer la vie active. Elle a fait 10 ans d'études et là, elle démarre en tant que médecin. Et elle me racontait qu'elle mettait environ 50% de côté de ce qu'elle gagnait. Donc si par exemple, elle fait une semaine, elle va gagner, je ne sais pas, 5 000 €, elle va mettre 2 500 € de côté parce qu'elle sait que les impôts, généralement, ça va être autour de ça. En France, on a des impôts assez élevés. Donc elle sait qu'elle va devoir payer 2 500 € à l'État, mais uniquement dans 1 an, lors de sa déclaration, tout simplement la déclaration de revenus. Et donc, elle va évidemment laisser ces 2 500 € là. Et de base, elle les laissait sur un compte courant. Je lui dis, non, essaye quand même de les faire fructifier à ce taux sans risque en utilisant différentes solutions dont je vais vous parler. Parce que c'est quand même dommage. Et en plus, là, dans un travail concret, ça fait quand même une grosse partie d'argent qui peut être fructifié.
Donc là, on voit l'inconvénient finalement du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est pratique parce que voilà, dans notre tête, on sait que ce qu'on gagne, c'est en net. Mais finalement, le fait de devoir payer les impôts plus tard, ça peut être un gros avantage parce qu'en attendant, c'est vous qui avez l'argent et vous pouvez la faire fructifier. Alors, il existe plein de solutions pour faire fructifier comme ça son argent sur ce taux sans risque. Mais personnellement, je vois 4 grandes catégories. La première, c'est les livrets bancaires, donc livret A, LEP, LDDS. La deuxième, c'est les fonds euros des assurances vie. Alors attention là-dessus parce que certaines assurances vie sont un petit peu tricky. Elles vont essayer dans le fonds euro de mettre un petit peu des actions, de mettre un peu d'immobilier. Voilà, elles vont essayer de vous proposer un peu des fonds dynamiques et il va bien falloir regarder les conditions parce que certains fonds euros affichent des meilleures performances, mais il faut savoir que le capital n'est plus garanti sur ces fonds euros-là. Donc non seulement vous allez avoir un peu de variation, mais en plus le capital n'est garanti qu'à 80% par exemple. Donc faites attention, le fonds, quand je parle de fonds euros, c'est vraiment les fonds euros classiques des assurances vie. Troisième solution, les néobanques, Wise, Revolut, probablement N26 aussi qui proposent de plus en plus des solutions. Je suis aussi chez Bunk de mon côté et il y a une solution comme ça de rendement qui est pas forcément super intéressante, mais il faut les comparer entre elles parce qu'évidemment c'est un petit peu la compète en ce moment. Et enfin, on a les courtiers en bourse. Donc là, j'ai mis Interactive Broker. On pourrait aussi citer DeGiro. Je ne sais pas si DeGiro a une solution d'ailleurs d'épargne là-dessus. Ça serait intéressant d'aller vérifier et de le rajouter s'il le propose. Et on a également Trade Republic qui propose une rémunération. Trade Republic, je ne savais pas trop où le ranger parce que d'un côté, c'est un peu une néobanque. Maintenant, ils veulent faire une carte bancaire et c'est quand même une banque qui est là depuis pas trop longtemps. Donc je pense que c'est plutôt sous finalement le parapluie de la néobanque. Et en même temps, ils sont beaucoup développés sur la partie courtier en bourse. On a aussi des plateformes comme Revolut qui ont commencé eux en néobanque et maintenant qui deviennent courtiers en bourse. Donc on va dire que des fois la séparation entre ces différents acteurs est un petit peu floue, mais dans tous les cas, voilà un petit peu pour moi les 4 grandes familles qui sont intéressantes. Donc moi je vous l'ai dit, j'ai choisi finalement Interactive Broker pour aller faire fructifier mon cash, mais je vous l'ai dit, je suis dans une situation assez particulière, j'ai beaucoup d'argent à faire fructifier et je ne suis pas résident français, donc je n'ai pas accès aux enveloppes un peu plus classiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un profil un peu plus traditionnel? On a par exemple 10 000 euros, 20 000 euros à faire fructifier et on est résident français, on a donc accès à d'autres solutions. C'est ce que je vous propose qu'on aille voir ensemble sur le fichier sheet. Ok, on est de retour sur notre fichier sheet Max Interest et on va aller créer un nouveau profil. On va l'appeler Marc. Marc, il est ingénieur, il gagne 2 000 euros par mois. Et du coup, combien il dépense, Marc? On va dire qu'il dépense 1 500 euros par mois. Il n'a pas de personne à charge puisqu'il a 28 ans, il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas des revenus très variables parce que son travail d'ingénieur est plutôt stable. Et il travaille dans une industrie où c'est assez facile de retrouver du boulot. Donc, on va lui donner à Marc seulement 3 mois d'objectif de côté. Donc, son objectif à lui, c'est de mettre 4 500 euros vraiment en épargne de sécurité qui ne bouge pas et qui reste bien stable. Sauf que notre cher Marc, il a un peu plus que ça puisqu'il a touché récemment un héritage et il a actuellement 15 000 euros en espèces. Donc, il y a à la fois un peu d'héritage et un petit peu d'argent qu'il a mis de côté. Et donc, on voit que s'il respecte bien ce montant épargné, à moins qu'il ait d'autres projets, par exemple un apport immobilier ou une voiture ou des vacances, etc. Évidemment qui ne sont pas à financer avec le fonds de sécurité, mais s'il n'a pas ces projets-là, eh bien tout simplement, dans ces 15 000 euros qu'il a là, il peut laisser 4 500 euros de côté et chercher à investir les 10 500 euros en plus en bourse. Et moi, ce que je conseillerais à Marc en particulier, s'il n'a jamais investi en bourse et qu'il débute, c'est d'y aller progressivement, à nouveau de faire un dépôt sur 20 mois pour vraiment s'habituer petit à petit à la bourse, de voir qu'il y a un peu de variation, de comprendre un peu comment ça fonctionne et donc de faire un dépôt de 525 euros par mois, ce qui veut quand même dire à nouveau qu'il y a 9 975 euros qui, en attendant d'être investi en bourse, auraient besoin d'être fructifiés et de pouvoir apporter un petit peu d'argent. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant pour notre cher Marc. Vous voyez que ici, on est vraiment allé mettre les différentes solutions. On a mis 13 solutions pour l'instant. Les devises dans lesquelles ces solutions sont, les catégories, les conditions d'accès, parce qu'il y a certaines enveloppes où il faut avoir certaines conditions pour pouvoir ouvrir les enveloppes. Le plafond, on a certaines solutions en fait où on ne peut pas mettre autant d'argent qu'on veut, on a une limite. La sécurité, le rendement brut. Le rendement net en prenant donc bien en compte les 30% d'impôts qu'on a en France, puisque Marc est résident français. Et ici, le gain annuel et parfois le gain mensuel si cette solution propose une rémunération qui est mensuelle versus annuelle. Et donc, si on trie notre tableau par rendement net, on voit que la meilleure solution pour notre cher Marc, ça serait le LEP, puisque le LEP propose aujourd'hui un rendement brut de 5% et il n'est pas fiscalisé. Donc, finalement, le rendement net reste à 5%. On voit qu'on a des solutions comme Wise, par exemple, qui proposent un taux plus intéressant brut en ce moment. Mais une fois qu'on prend en compte les 30% d'impôts à la France, en France sur les intérêts, on voit que cette solution de Wise est moins intéressante puisqu'elle descend à 3,6%. Donc, le LEP, c'est intéressant. Évidemment, il y a des conditions
conditions à respecter. Donc, on va aller regarder sur le site des impôts. On vous a mis le petit lien pour voir si justement notre chère Marc peut profiter de ce LEP. Et on peut voir qui peut ouvrir un LEP. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut un revenu fiscal de référence de l'année 2022 ou de l'année 2023 qui soit inférieur à 22 419 euros. Donc, il me semble que ça fait un petit peu autour des 1800 euros par mois. Donc, on a dit que notre chère Marc gagnait 2000 euros par mois. Donc, ce n'est pas possible techniquement. Normalement, il ne devrait pas pouvoir ouvrir un LEP. Maintenant, il faut quand même qu'il regarde parce que c'est un revenu fiscal de référence. Et parfois, le revenu fiscal peut descendre selon certaines niches fiscales. Voilà, donc ça, il faut qu'il regarde vraiment son avis d'imposition. Imaginons qu'il puisse ouvrir un LEP, bah évidemment, il irait voir sa banque et il demanderait l'ouverture d'un LEP puisque c'est la chose la plus intéressante pour lui. Par contre, attention, vous voyez que le plafond du LEP est de 10 000 euros et on a dit que Marc avait 15 000 euros. Donc finalement, il va pouvoir placer 10 000 euros là-dessus, mais il va lui rester 5 000 euros de surplus et donc il va pouvoir descendre pour voir quelle est la deuxième solution qui pourrait lui rapporter le plus pour ensuite placer les 5 000 euros restants. Et on voit que la prochaine solution, ça serait le livret jeune, mais malheureusement, vous voyez qu'il faut avoir moins de 26 ans. Donc Marc n'a pas moins de 26 ans et donc il ne peut pas choisir ce livret-là. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut trier. Donc si on souhaite enlever cette solution-là, hop, on peut l'enlever. Et évidemment, continuer de descendre. Et ensuite, on arrive sur la solution Wise Dollar. Alors l'inconvénient, c'est que c'est en dollars, donc potentiellement il faut changer et ça peut engendrer quelques frais et on peut avoir un peu plus de variation sur la valeur. Mais étant donné que finalement Marc a déjà mis ses 10 000 euros sur son LEP et que ça dépasse déjà le montant d'épargne et que le reste de l'argent, les 5 000 euros, il prévoit de toute façon de les investir en bourse, Wise pourrait être une bonne solution, surtout que s'il utilise Interactive Broker, il y a en fait une connexion qui se fait entre Wise et eBay et c'est très simple avec un compte Wise de faire fructifier l'argent et ensuite rapidement de l'envoyer sur eBay sans avoir les contraintes qu'on a vues avec eBay, puisque les contraintes avec eBay, c'est tout simplement, on vous l'a bien précisé ici sur le rendement, on a cette histoire qu'il faut 100 000 $ de valeur et les 10 000 premiers euros ne fructifient pas. Et c'est pour ça que tout simplement, ça fait, vous voyez, un gain annuel moins intéressant. Donc Wise pourrait être une bonne solution. Évidemment, si Marc se dit non, je veux vraiment une sécurité forte, il pourrait regarder plutôt du côté de eBay ou du livret A. Voilà, ce qui est super chouette avec ce système-là, c'est que vous pouvez vraiment choisir ce qui vous intéresse en fonction de la sécurité, en fonction des conditions, en fonction de la devise. Vous pouvez aussi vous dire, ok, je ne veux que des euros et là, vous aurez que les solutions en euros qui s'affichent. Et à chaque fois, vous pouvez trier. Si par exemple, Marc était plutôt dans une optique de se dire je ne veux pas avoir plusieurs, parce que des fois, vous savez, c'est embêtant d'avoir plusieurs comptes, etc. Bah, il pourrait regarder qu'est-ce qui lui rapporte le plus sans avoir à atteindre certains plafonds. Et là, on voit que la solution qui lui rapporterait le plus, ça serait ici Wise Dollar. Donc globalement, si on se fait un petit point sur qu'est-ce qui rapporte le plus en ce moment sur les 13 solutions qu'on a regardées, on voit que le LEP est premier, donc vraiment belle enveloppe fiscale en France, même s'il y a quand même des conditions assez strictes. Ça reste une enveloppe garantie par l'État, donc très sécurisée. Un plafond de 10 000 euros, voilà, c'est quand même une somme intéressante à mettre dessus. Et pour beaucoup de gens, ça correspondra à l'épargne de sécurité. Donc LEP, vraiment intéressant si vous êtes éligible d'aller l'ouvrir. Ensuite, on a le livret jeune. Alors pareil, intéressant, mais c'est vrai que c'est que sur 1600 euros et il faut avoir moins de 26 ans. Donc on va dire que là, ça va concerner moins de personnes. Ensuite, on a Wise et eBay qui proposent des taux quand même assez intéressants sur le dollar. Donc à nouveau, le dollar, ça peut un peu plus fluctuer, mais quand même, c'est assez intéressant, surtout que ces deux solutions-là payent chaque mois. Donc on a vu eBay plus compliqué, mais Wise, c'est dès le premier euro. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution idéale puisque Wise, je considère qu'on a un peu moins de sécurité, eBay, on a un peu plus de sécurité, mais voilà, on a une fructification, excusez-moi, qui est plus compliquée que sur Wise. Ensuite, on descend, on a notre bon vieux livret A qui a 3% de rendement net. Le LDDS qui a exactement la même chose que le livret A, donc pas forcément très intéressant, surtout que le livret A a un plafond qui est quand même plus élevé. Donc le livret A, normalement, il aurait dû augmenter puisqu'il est censé suivre l'inflation. Il était censé augmenter, passer à 4%. Finalement, il n'a pas été augmenté. Faites attention aussi, ces taux-là, ils évoluent sans arrêt puisqu'ils sont basés sur les obligations court terme des États et les taux directeurs sont en train de bouger. Donc pour l'instant, on se stabilise un peu à ces taux-là et probablement la tendance est plutôt, après, il ne faut jamais estimer, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais probablement que ça va rester un peu stable et même potentiellement descendre un petit peu dans le temps. Donc si jamais vous venez sur ce fichier sheet-là, on va essayer de remettre à jour les données régulièrement. Mais si vous avez un doute, vous avez à chaque fois un lien, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez l'information. Si par exemple je me dis ok, est-ce que Wise rémunère toujours les dollars à 5,1%, je vais sur Wise et je vois juste ici qu'en effet on est bien à 5,08% sur le dollar, c'est ce qu'on a indiqué juste ici. On a Trade Republic aussi qui propose une solution assez sympa puisqu'on a quand même 50 000 euros de plafond. Vous voyez, une sécurité moyenne parce que ça reste quand même une entreprise assez récente. Mais globalement, les fonds sont investis dans des produits plutôt très corrects. Et ce qui est bien, c'est que c'est versé chaque mois.
Attention par contre, 4%, quand Trade Republic annonce 4%, on se dit c'est mieux que le livret A qui a 3%. Mais à nouveau, il faut bien prendre en compte l'imposition française qui va venir diminuer ce rendement-là. Voilà, ensuite on a Revolut qui est un petit peu moins bien. Et tout en bas, on a vraiment les assurances vie. L'assurance vie, le problème c'est que souvent, déjà c'est assez complexe. Comme je l'ai dit, des fois vous allez avoir des assureurs, vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent immédiatement. Et en plus de ça, il faut bien faire attention parce que les fonds euros sont plus ou moins garantis, ça dépend du type de fonds, mais par contre ils sont imposés. Donc finalement, si vous avez 3% sur un fonds euro versus 3% sur un livret A, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ouvrir un fonds en euros, à moins que vous ayez maxé votre livret A, qui est quand même une limite à 22 950 euros, ce qui fait déjà beaucoup d'argent de côté. Donc je vous avoue que je trouve ça un petit peu dommage que l'assurance vie soit le placement préféré des Français, alors qu'on le voit ici, c'est un rendement qui n'est pas incroyable. C'est souvent en plus des enveloppes qui sont quand même chargées en frais. Donc intéressant l'assurance vie potentiellement dans les stratégies d'héritage pour pouvoir donner un peu plus à ses enfants quand on atteint un certain âge un peu avancé. Mais quand on est jeune et dynamique, je trouve que c'est vraiment une enveloppe qui est pas dingue pour faire fructifier son cash. De manière générale, les Français sont des bons épargnants. C'est vraiment un petit peu dans notre culture de se dire on a gagné un peu d'argent, on en met un petit peu de côté en cas de coup dur. Donc évidemment, il y a toujours des exceptions, des familles où on a plutôt eu cette éducation de dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Mais de manière générale, on le voit quand on regarde les stats sur le taux d'épargne des ménages français, vous voyez, de 2008 à 2022. On est souvent, le plus faible, c'est 13,55%. Et c'est même monté durant les périodes Covid à près de 20%. Donc c'est-à-dire qu'en français, en moyenne, on est entre 10 et 20%. Sur 1000 euros, il va toujours essayer de mettre entre 100 et 200 euros de côté. Et peut-être que vous dites, c'est normal, tout le monde fait ça, non, de mettre un petit peu d'argent de côté. Non, vous voyez que si on compare un petit peu ces stats aux autres pays de l'OCDE, vous avez des pays comme l'Angleterre qui ne met que 2% de côté. Donc sur 100 euros, il n'y a que 2 euros qui sont mis de côté. Et évidemment, ça c'est vraiment très anglo-saxon. Aux États-Unis, c'est pareil, les taux d'épargne sont extrêmement faibles. Et c'est des pays qui vont avoir tendance justement au contraire à dépenser même plus que ce qu'ils gagnent en s'endettant, etc. Alors qu'en France, on a aussi des crédits à la consommation, mais quand même beaucoup moins. Et de manière générale, les gens sont des bons épargnants et mettent quand même pas mal d'argent de côté, ce qui est vraiment un avantage en fait d'avoir eu cette culture dans notre pays de mettre de l'argent de côté. On a un petit peu automatiquement ce réflexe quand on a nos premiers salaires de pas forcément tout claquer, tout dépenser. Mais le problème, c'est qu'on est aussi des très mauvais investisseurs. C'est-à-dire on est des bons épargnants, on fait la première étape correctement, mais derrière, avec l'argent qu'on a, on ne cherche pas forcément à l'investir et à le faire fructifier correctement. Vous voyez ici, j'ai une petite stat qui vous dit que seulement 17% des Français détiennent finalement des actions. Et je pense que c'est même un peu moins que ça, parce que là, on a mis toutes les valeurs mobilières. Vous voyez que finalement, on a une grande majorité des gens qui utilisent les livrets d'épargne, qui investissent en immobilier. Ensuite, on a l'assurance vie, alors qu'on a vu que ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour faire fructifier parce qu'il y a quand même beaucoup de frais et les produits ne sont pas toujours super intéressants. Et vous voyez que les actions n'arrivent vraiment qu'à la toute fin. Donc je trouve ça un peu dommage et je pense qu'il faut vraiment éviter ce schéma classique. En fait, c'est quoi le schéma classique en France? C'est j'ai gagné de l'épargne, donc à nouveau je mets pas mal d'argent de côté et je mets tout sur mon livret A. Et vraiment, je maximise mon livret A. Donc il y a 22 950 euros de plafond. Ok, je vais mettre 22 950 euros de plafond. Et si jamais j'ai plus d'argent, si vraiment je me dis bon là je sais pas quoi faire de ce surplus d'argent, eh bien je vais aller voir mon banquier et mon banquier va me dire ouvre notre assurance vie, vous inquiétez pas, c'est pas risqué, on va tout mettre sur un fonds en euros, vous allez être tranquille et donc vous allez vous retrouver à 90% fonds euros. Peut-être votre banquier, s'il est un peu jeune, il va dire allez, je vous mets 10% d'actions et comme ça va booster votre rendement. Bon, clairement, avec ce schéma-là, si vous faites 3% par an, vous serez déjà très content. Et on le sait, 3% par an, ça ne permet pas de battre l'inflation. Donc malheureusement, c'est ce schéma-là dans lequel tombent, à mon avis, 80% des Français parce que c'est un petit peu un manque d'éducation financière de savoir que ce schéma-là n'est vraiment pas l'idéal. Pour moi, un schéma bien plus optimisé qu'il faut chercher à faire, c'est évidemment épargner, ça c'est super, 10, 20%, 30%, ce que vous pouvez, mais vraiment booster votre épargne, mettre évidemment au début, quand vous démarrez, vous créez un petit peu ce fonds de sécurité de livret A, pas forcément maxer le livret A, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a un plafond à 22 000 euros qu'il faut forcément mettre 22 000 euros dessus, non, vous allez plutôt déterminer ce qui est un fonds de sécurité important pour vous en cas de coup dur, donc à nouveau on l'a vu, 3, 6 mois, peut-être 12 mois si vous avez des enfants. Et ce qui dépasse cette somme-là, évidemment, allez l'investir en bourse, dans des ETF ou dans des actions, puisque c'est de l'argent dont vous n'allez pas avoir besoin tout de suite et qui va pouvoir en bourse fructifier beaucoup plus rapidement. Au lieu de faire 3% par an, vous allez faire entre 8 et 10% par an. Alors ce schéma optimisé, il n'est pas très compliqué et donc on peut se poser la question pourquoi si peu de Français le suivent et restent sur un schéma classique qui n'est vraiment pas optimisé. À mon avis, je vous l'ai dit, c'est à la fois dû à un manque de connaissances en bourse et également une confusion. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'investissement boursier en France, les gens vont dire « Attends, mais c'est risqué la bourse, non ?»
Moi, j'ai pas envie de perdre l'argent que j'ai durement mis de côté. Et là, il y a une vraie confusion en bourse entre le risque et la volatilité. Donc souvent, on a tendance à confondre ces deux notions-là. On se dit, bah voilà, ça bouge sans arrêt. La bourse, ça bouge sans arrêt, ça monte, ça descend. Donc forcément, c'est risqué. Voilà, c'est un peu le raccourci qu'on fait dans notre tête. Or, c'est vraiment deux notions différentes, la notion de risque et la notion de volatilité. La notion de risque, la question qu'on se pose quand on essaye d'estimer le risque d'un investissement, c'est la question suivante, c'est de se dire quel est le pourcentage de chance que l'investissement que je suis en train de faire tombe à zéro, c'est-à-dire ne vale plus rien, banqueroute, zéro, j'ai tout perdu. Ça, c'est le risque. La volatilité, la question de la volatilité, c'est à quel point l'actif ou l'investissement que j'effectue, à quel point il varie dans le temps, sa valeur varie dans le temps. Et on voit que c'est deux questions différentes parce qu'on peut avoir finalement pas mal de variations, mais très peu de risque de faillite. Et au contraire, on peut finalement avoir une valeur stable. En crypto-monnaie, par exemple, vous allez avoir les stablecoins dont la valeur est censée rester toujours stable. Donc on n'a pas de volatilité sur $1 du SDC, c'est censé toujours valoir $1. Mais on l'a vu en fait à travers ce qui s'est passé en 2022, il y a certains projets en fait qui avaient des mauvais backups derrière et qui ont complètement fait faillite. Et donc là c'est banqueroute totale et on perd complètement la valeur de notre investissement. Donc toujours bien faire attention, c'est pas parce qu'il y a de la volatilité qu'il n'y a pas de risque, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque qu'il n'y a pas de volatilité. Et séparer ces deux notions-là, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes à franchir le pas de l'investissement en bourse. Parce qu'on l'a vu, les obligations court terme, évidemment, c'est vert dans les deux cas, hein, puisqu'on a très peu de risques, on prête à des États, si l'État français ou l'État américain fait faillite, je pense qu'on aura d'autres problèmes que le montant d'argent qu'on a sur notre compte. Et si vraiment vous êtes pessimiste, vous achetez de l'or, mais là on est dans c'est un autre sujet. Et enfin, on a très peu de volatilité, puisqu'à nouveau, on est sur des obligations qui sont sur le point d'expirer. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, vu que c'est un taux sans risque, évidemment, ça ne rémunère pas grand-chose. Donc c'est bien sur de l'argent dont on sait qu'on va avoir besoin sur le court terme. Par contre, dès qu'on est sur de l'argent plus long terme, c'est un peu dommage de ne faire fructifier qu'à 3% par an. Et les actions, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, on a de la volatilité. En effet, le cours bouge régulièrement. Donc, on ne sait pas toujours à quel moment, combien vaudra exactement nos actions sur le long terme. Par contre, est-ce que le risque est si important que ça sur les actions ? Eh bien, pas forcément. Je vous ai mis un exemple qui est assez célèbre. L'entreprise Microsoft a une notation financière de AAA. Ça veut dire qu'on estime actuellement, les gens qui prêtent de l'argent à Microsoft estiment qu'il y a 0,07% de chance, vous voyez, c'est très faible, que sur 30 ans, Microsoft fasse banqueroute et ne soit pas capable finalement de rembourser ses obligations, les prêts qu'on lui accorde. Eh bien, il faut savoir que l'État américain n'a qu'une note de AA+. Et les États européens aussi, il me semble qu'ils sont autour de cette note-là, ce qui fait 0,29% de chance de banqueroute. Donc finalement, on a des entreprises en bourse dans lesquelles on peut acheter des actions qui sont encore plus sécurisées que certains États. Donc vous voyez que évidemment en bourse on peut avoir plus de risques, parce que tout dépend à l'entreprise qu'on sélectionne, mais si on sélectionne vraiment des entreprises extrêmement de qualité, qui sont extrêmement solides, qui ont des très bons bilans comptables, etc., eh bien finalement on peut se retrouver avec un risque qui est finalement similaire, voire moindre que des fois de prêter de l'argent à un État. Et ce qui est super intéressant avec les actions surtout, c'est qu'on sait que sur le long terme, donc on va avoir de la volatilité, on peut avoir des années de baisse, des années de hausse, mais sur le long terme, on sait qu'on peut faire 8 à 10% par an. Et donc pour de l'argent qu'on n'a pas besoin tout de suite, c'est super intéressant de placer ce surplus-là, une fois qu'on a fait fructifier son cash sur le court terme, l'argent dont on n'a pas besoin tout de suite, aller le faire fructifier en actions sur le long terme pour aller chercher ce rendement qui est bien meilleur. Donc voilà, ça c'était un petit peu la théorie. Si je vous prends un exemple plus concret, entre janvier 2023 et janvier 2024, il s'est écoulé 13 mois. Imaginons que vous ayez 500 € par mois d'épargne. Eh bien, si vous aviez placé ces 500 € par mois sur un livret A, aujourd'hui, vous auriez gagné 114 €. Donc, au bout de ces 13 mois, vous auriez gagné 114 €. On se dit, c'est pas mal, sauf que si, à la place du livret A, vous les aviez investis dans un ETF du S&P 500, vous n'auriez pas gagné 114 €, mais 889 €. Vous aurez gagné 8 fois plus d'argent. Donc, certes, ça ne veut pas dire que toutes les années, vous avez gagné 8 fois plus que le livret A. Il peut y avoir des variations. Mais on comprend bien avec cet exemple-là que finalement, il faudrait au livret A 8 ans pour rattraper les gains qui ont été effectués sur la première année de l'investissement en bourse. Donc même si la bourse finit finalement par rebaisser ou fluctue, etc., on voit évidemment que pour une meilleure fructification, il faut évidemment se tourner vers les indices boursiers, aller placer l'argent dont on n'a pas besoin sur le court terme plutôt en bourse. Et évidemment, je vous ai rajouté ici la méthode Trident puisqu'on est parvenu à faire x 1,6 par rapport au S&P 500. Donc finalement, si vous aviez placé 500 € par mois, c'est la moyenne d'ailleurs de placement de nos membres, vous auriez gagné 1454 € avec les actions Trident.
C'est vraiment quelque chose que je mesure chaque mois sur un fichier sheet où je vais comparer chacun de nos achats. Vous voyez qu'on a fait environ 57 achats de $100, donc c'est le fameux portefeuille qui achète $100 d'actions chaque semaine. Et vous voyez que pour l'instant, on a fait 28% versus 17% pour le S&P 500, ce qui fait donc 1454 € de gain sur Trident contre 889 € pour le S&P 500. Et vous voyez que je vais noter finalement chaque performance d'action qu'on a sélectionnée. Je suis content de voir que pour l'instant, toutes nos actions ont surperformé le marché, sauf la petite dernière qu'on a rajoutée, la 6e action, vu qu'on vient juste de l'acheter, évidemment, elle n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Mais toutes les autres surperforment pour l'instant. Vous voyez que ça varie, ça va de 7% à plus 30% sur une action. Mais je suis très content et c'est quelque chose que je surveille, bien vérifier que toutes nos actions qu'on sélectionne sont extrêmement solides et également plus rentables qu'un indice ETF généraliste. Les deux sont des très bonnes solutions, mais je pense qu'on peut un petit peu optimiser en allant vraiment chercher les meilleures entreprises et en ayant pour ça un process exigeant. Et du coup, ce qui est cool avec la méthode Trident, c'est que là, vous allez me dire, oui, mais Roman, la méthode Trident, elle a un coût, tu l'as fait payer. En effet, je demande 300 € par an pour rejoindre la méthode Trident parce que évidemment, moi, il faut que j'ai un salaire. Je paye aussi Sven qui travaille avec moi. J'ai un développeur avec lequel on développe aussi une app Trident. Je paye énormément de logiciels. Je dois être à 10 000 € par an de logiciels de bourse pour fournir des analyses qualitatives. Donc, évidemment que ce n'est pas gratuit. Je ne peux pas proposer ça gratuitement. Mais je suis parti sur un tarif pour moi qui permet d'obtenir de la rentabilité puisqu'à 300 € par an, vous voyez que là, finalement, si vous aviez déposé 500 € par mois, vous seriez toujours en gain supérieur par rapport à un ETF S&P 500. Vous auriez gagné 1155 € avec la méthode Trident. Et ça me fait super plaisir de savoir que finalement, la méthode est offerte, elle est rentable en fait grâce à la surperformance qu'elle vous permet d'obtenir. On a reçu, Sven m'a envoyé ce petit message d'un membre récemment, Kevin, qui nous disait c'est énormément de travail. Je disais même à ma conjointe hier soir que par rapport au travail accompli par vous, 297 € c'est presque donné, mais ça me va clin d'œil. Et franchement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ce genre de témoignage de personnes qui me disent j'ai rejoint le programme et en fait, il y a beaucoup plus de valeur que le prix que tu demandes chaque année. Le fait aussi que je demande un prix chaque année, je sais que certaines personnes disent ah bah ouais, bah alors c'est moins bien que les formations ou c'est one shot. Mais non, en fait, parce que chaque année, ça me force moi à vraiment mettre l'accent sur la satisfaction client. Je sais qu'il y a certains formateurs, finalement, j'en ai rencontré plusieurs depuis 10 ans que je fais ça, et il y en a certains, ils passent beaucoup plus de temps à réfléchir sur le marketing que à la satisfaction client. Mais du coup, quand on ne vend pas des programmes à 2000, 3000 € comme certaines personnes, eh bien moi, finalement, au lieu de vous demander 2000 €, je vous demande que 300 et il faut que vous restiez avec moi pendant peut-être 6 ou 7 ans pour me donner 2000 €. Et donc, pour que vous restiez 6 ou 7 ans, vous voyez, il faut vraiment que vous soyez satisfait du programme. Et je mesure en fait le taux de renouvellement du programme et vous voyez qu'on est passé de 40% en 2023, on est progressivement monté et aujourd'hui on est autour des 60%. Donc ça me fait super plaisir parce que c'est à nouveau un vote de confiance avec l'argent des personnes qui, voilà, on a des personnes, ça fait 2, 3, 4 ans qui sont dans le programme et chaque année ils décident de renouveler. Et pour moi, je le vois moi-même dans mon utilisation, je ne renouvelle que les applis et les programmes dont je suis complètement satisfait. Si je ne suis pas satisfait, évidemment, je vais arrêter de payer. Donc pour moi, ce système d'abonnement, c'est génial parce que ça me force aussi à proposer vraiment une haute satisfaction dans ce que je fournis. Et la satisfaction, elle vient à la fois évidemment du travail qui est fourni, mais également des résultats que procurent les investissements que je recommande. Bon, voilà, j'arrête ma pub, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, pour moi, c'est vraiment sortir de ce schéma classique, vraiment l'éviter à tout prix. C'est le schéma dans lequel 80%, 90% des Français, on n'a pas de stats exactes, mais on sait à peu près, quand on regarde les montants qui sont sur le livret A ou les montants qui sont en assurance vie, c'est des sommes qui sont juste gigantesques. Et simplement en ayant un peu plus d'éducation financière, en s'intéressant un peu à ces sujets-là, il y a vraiment moyen de faire mieux et de partir sur un schéma plus optimisé où on a, grâce au fichier sheet, vous allez savoir la solution qui vous permet de faire fructifier au mieux votre épargne de sécurité, potentiellement de l'argent que vous avez prévu pour un apport immobilier ou d'autres solutions, d'autres choses comme ça. Donc première étape, évidemment, vous faites fructifier l'argent dont vous avez besoin sur le court terme sur la meilleure solution, la solution la plus optimisée pour vous. Et évidemment, ce qui dépasse tout ça, vous l'investissez en bourse. Vous pouvez utiliser les actions Trident ou vous pouvez utiliser les ETF. Dans tous les cas, investissez bien en bourse parce que clairement, sur le long terme, ça va faire une différence énorme sur le montant d'argent avec lequel vous retrouverez à la fin. Et vraiment, à la retraite, c'est vraiment la différence entre le schéma classique et le schéma optimisé. Pour moi,
quelqu'un qui suit le schéma classique à 65 ans, il arrive, il dépend de l'État et il a peut-être 50 000 euros de côté. Le schéma optimisé, la personne ne dépend absolument pas de l'État et il a plutôt un demi-million d'euros qui sont placés et qui vont lui permettre de passer une retraite tranquille. Donc voilà, vraiment pensez à ce petit schéma optimisé. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop long. De nouveau, je teste ce format un peu plus naturel. J'espère que ça vous plaît. On était quand même dans un bureau un petit peu sympa aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir faire fructifier ce cash. N'hésitez pas à télécharger du coup le fichier sheet dans la description pour savoir un petit peu selon votre cas qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous en ce moment pour faire justement fructifier cet argent court terme. C'était Roman. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine présentation. Ciao.